Il faisait rire tout le monde, même les mourants, et pourtant, Robin Williams s'est suicidé. Marilyn Monroe est morte seule dans une pièce où personne n'est venu. Heath Ledger s'est perdu dans un rôle qu'il n'a jamais vraiment quitté. Et le plus troublant, c'est que dans ces trois histoires, le basculement avait déjà commencé bien avant la chute. Les signes étaient là, visibles, mais ignorés. Et une fois que tu comprends ce qui les relie vraiment, tu ne regardes plus jamais ces histoires de la même façon. Robin Williams avait une capacité unique à improviser, à enchaîner les personnages, à transformer une situation en quelques secondes. Et cette rapidité mentale a longtemps été perçue comme un signe de génie pur. Mais dans ces dernières années, cette même rapidité devient instable. Il oublie des dialogues simples, il a du mal à suivre certaines conversations et surtout, il commence à ressentir une perte de contrôle qu'il n'arrive pas à expliquer. Sur certains tournages, il demande qu'on lui répète des instructions plusieurs fois, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et cela crée chez lui une anxiété nouvelle, parce qu'il comprend que quelque chose change. Il dort de moins en moins bien, se réveille désorienté et décrit une sensation de confusion persistante, comme si la réalité devenait moins fiable. Après sa mort, l'autopsie révèle une démence à corps de Lewy, une maladie neurologique qui affecte la mémoire, la perception et la capacité à distinguer le réel des hallucinations. Cela signifie que dans ces derniers mois, il vivait avec une altération progressive de son propre esprit. Il ne s'agissait pas uniquement d'une dépression, mais d'une dégradation neurologique réelle. Et dans ce contexte, ses peurs prennent une autre dimension, parce qu'il ne lutte plus seulement contre des pensées. Il lutte contre une réalité qu'il ne reconnaît plus. Ce qui rend le cas de Robin Williams particulièrement difficile à détecter, c'est la nature de la démence à corps de Lewy elle-même, parce qu'elle ne se manifeste pas comme une perte de mémoire classique, mais comme une altération progressive de la perception avec des hallucinations visuelles, des épisodes de confusion et des variations importantes de lucidité dans la même journée, ce qui signifie qu'une personne peut sembler parfaitement normale à un moment et totalement désorientée quelques heures plus tard, et c'est précisément ce type de fluctuation qui rend le diagnostic compliqué, même pour les médecins, et encore plus pour l'entourage, parce que les signes ne sont pas constants. Ils apparaissent, puis disparaissent, ce qui donne l'impression que tout va bien, alors que la maladie progresse en réalité de manière silencieuse. Judy Garland est intégrée très jeune dans le système des studios MGM, où tout est contrôlé, y compris son apparence physique et son niveau d'énergie. Pour maintenir son poids et tenir le rythme des tournages, elle reçoit des amphétamines. Et pour compenser les effets, on lui donne des somnifères. Ce système est utilisé pendant des années, ce qui crée une dépendance chimique durable. Elle enchaîne des journées de travail longues, parfois sans repos suffisant, et son corps s'habitue à fonctionner uniquement sous stimulation. À l'âge adulte, même en dehors des studios, elle ne parvient plus à retrouver un rythme naturel. Elle a des difficultés à dormir sans médicaments. Ses finances deviennent instables, ce qui l'oblige à continuer à travailler malgré son état. Elle effectue des concerts alors qu'elle est physiquement affaiblie. Dans les dernières années de sa vie, à Londres, son entourage observe une fatigue extrême et un besoin constant de substances pour maintenir un équilibre. Lors de sa mort, une overdose de barbiturique est identifiée, officiellement accidentelle. Mais ce qui est documenté, c'est que son organisme était déjà fragilisé par des années de traitements chimiques. Dans les années 30 à 50, le système des studios hollywoodiens fonctionnait comme une structure fermée dans laquelle les acteurs étaient sous contrat exclusif, ce qui donnait aux studios un contrôle direct sur leur image, leur emploi du temps et même leur santé. Et l'utilisation de stimulants et de sédatifs n'était pas exceptionnelle, mais courante, notamment pour maintenir un rythme de production élevé, et plusieurs témoignages d'anciens acteurs confirment que ces pratiques étaient connues, mais rarement remises en question, parce qu'elles permettaient de maintenir la performance et la rentabilité, ce qui crée un contexte où les conséquences physiques et psychologiques sont repoussées à plus tard, souvent jusqu'au moment où le corps ne suit plus. Marilyn Monroe grandit dans une instabilité familiale, passant par plusieurs foyers d'accueil, ce qui crée un attachement fragile et un besoin constant de validation. À l'âge adulte, elle entame plusieurs thérapies et suit un accompagnement psychiatrique. Dans ses notes personnelles, elle décrit une sensation récurrente d'être observée mais pas comprise. Elle évoque également une dépendance émotionnelle dans ses relations. Sur les tournages, elle rencontre des difficultés liées à l'anxiété et au sommeil. Elle consomme régulièrement des médicaments pour gérer ses troubles. Ses retards et absences deviennent un problème pour les productions. Dans les derniers mois de sa vie, elle est de plus en plus isolée. Ses relations professionnelles et personnelles deviennent instables. Le soir de sa mort,
elle est retrouvée seule dans sa chambre. Les circonstances exactes restent sujettes à débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'était entourée de personne à ce moment-là. Le sentiment décrit par Marilyn Monroe, celui d'être vue sans être réellement reconnue, correspond à ce que certains psychologues appellent une dissociation identitaire liée à la célébrité. Un phénomène dans lequel l'image publique prend progressivement le dessus sur l'identité personnelle, ce qui crée un décalage entre ce que la personne est et ce que les autres perçoivent. Et plus cet écart grandit, plus il devient difficile de maintenir des relations authentiques parce que les interactions ne se font plus avec la personne réelle, mais avec ce qu'elle représente, ce qui peut entraîner un isolement profond malgré une exposition permanente. Pour préparer son rôle du Joker, Heath Ledger adopte une méthode immersive. Il s'isole pendant plusieurs semaines, tient un journal, développe une voix et une gestuelle spécifique. Ce processus affecte directement son sommeil. Il souffre d'insomnie importante, ce qu'il mentionne lui-même dans plusieurs interviews. Pour y faire face, il prend des médicaments, notamment des somnifères et des anxiolytiques. Ces substances sont parfois combinées, ce qui augmente les risques. Après le tournage, les troubles du sommeil persistent. Son rythme de vie reste perturbé. En janvier 2008, il est retrouvé dans son appartement. La cause officielle est une intoxication accidentelle liée à un mélange de médicaments. Le film n'est pas encore sorti et sa performance sera reconnue après sa mort. La méthode utilisée par Heath Ledger s'inscrit dans une approche appelée method acting, dans laquelle l'acteur cherche à vivre les émotions du personnage plutôt que de les simuler. Et cette technique peut impliquer une immersion prolongée, des changements de rythme de vie et une implication psychologique importante. Et bien que cette approche ait produit certaines des performances les plus marquantes du cinéma, elle comporte aussi des risques, notamment lorsque la séparation entre le rôle et l'identité personnelle devient difficile à maintenir, surtout en cas de fatigue, de manque de sommeil ou d'utilisation de substances pour gérer ces contraintes. Patrick Dewar est connu pour son jeu très intense, souvent perçu comme proche de sa propre personnalité. Il présente des variations d'humeur importantes avec des périodes d'instabilité. Il consomme régulièrement de la drogue, ce qui accentue ses fluctuations. Sa vie personnelle est marquée par des tensions et des relations complexes. La mort de sa fille représente un événement particulièrement marquant. Certains témoignages indiquent que cet événement a aggravé son état émotionnel. Malgré son succès professionnel, son état psychologique se dégrade. En juillet 1982, il se suicide chez lui. Il est alors au sommet de sa carrière. Les variations d'humeur décrites chez Patrick Dewar peuvent être rapprochées de troubles de régulation émotionnelle, souvent amplifiés par la consommation de substances comme la cocaïne, qui agit directement sur le système dopaminergique, augmentant temporairement l'énergie et la confiance, mais provoquant ensuite des phases de chute marquées par de l'irritabilité, de la fatigue et des états dépressifs, et cette alternance peut créer un déséquilibre progressif, surtout lorsqu'elle s'ajoute à des événements de vie stressants ou traumatiques. River Phoenix grandit dans un environnement lié à une secte controversée, dont certains anciens membres ont dénoncé des pratiques abusives. Il évoque lui-même des expériences difficiles sans en détailler entièrement le contenu. À l'âge adulte, il développe une image publique engagée et responsable. Cependant, il consomme progressivement des drogues. Cette consommation reste discrète dans un premier temps. En octobre 1993, devant le Viper Room, il s'effondre suite à une overdose. Son frère Joaquin appelle les secours. L'appel est enregistré et diffusé ultérieurement. Il décède à l'âge de 23 ans. Les expériences vécues dans des environnements fermés comme certaines sectes peuvent avoir des conséquences durables sur le développement psychologique, notamment en termes de rapport à l'autorité, à la sécurité et à l'identité personnelle. Et même lorsque la personne quitte cet environnement, certains mécanismes restent actifs, comme une difficulté à faire confiance ou une tendance à internaliser les émotions, ce qui peut expliquer pourquoi certaines luttes restent invisibles pendant longtemps. Romy Schneider est une actrice reconnue pour son image élégante et stable. En 1981, son fils meurt dans un accident domestique grave. Cet événement a un impact profond sur son état émotionnel. Elle continue à travailler, mais son entourage note une fatigue importante. Elle écrit dans ses lettres personnelles un sentiment de perte de sens. Son état physique et psychologique se dégrade. En mai 1982, elle est retrouvée morte à son domicile. La cause officielle est un arrêt cardiaque. Mais plusieurs proches estiment qu'elle était déjà très affaiblie avant sa mort. Le type de deuil vécu par Romy Schneider, lié à une mort soudaine et violente, correspond à ce que les spécialistes appellent un traumatisme complexe, dans lequel la perte n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi psychique, parce qu'elle est associée à une image choquante et difficile à intégrer, et dans ces cas-là, le processus de deuil peut rester bloqué, empêchant la reconstruction, ce qui peut entraîner une dégradation progressive de l'état physique et mental.
Dans toutes ces histoires, le plus dérangeant, ce n'est pas seulement ce qu'on a vu à la fin, c'est tout ce qui était déjà là, bien avant, les signes, les décalages, les moments que personne n'a vraiment pris au sérieux. Et c'est pour ça que j'ai envie de te poser une vraie question. Parmi toutes ces histoires, laquelle t'a le plus marqué, celle qui t'a le plus touché, ou peut-être celle dans laquelle tu reconnais quelque chose de réel, quelque chose que tu as déjà vu ou vécu, et surtout dis-moi pourquoi, parce que souvent ce qui nous choque le plus, ce n'est pas l'histoire en elle-même, c'est ce qu'elle réveille en nous. Alors prends 2 secondes et écris-le en commentaire. Je veux vraiment lire vos réponses.